Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Génération Remote, je reçois Augustin Delaporte, qui est VP produit chez Plateforme SH. Salut Augustin, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, merci de me recevoir sur ton podcast. Ouais, je peux me présenter, je suis Augustin Delaporte, je travaille chez Plateforme SH depuis l'origine, ça fait 11 ans. J'ai rejoint quand on était une agence, on a pivoté ensuite sur une boîte produit il y a 7 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus de 330, je pense. On grossit assez vite. On vient de lever pas mal d'argent, là, ça a été annoncé cette semaine. Et j'ai la particularité de travailler, de vivre dans un camping-car. Donc il y a mon fils qui vient de renverser ses Legos, ça fait un peu de bruit, je suis désolé. Et donc je vis dans un camping-car depuis un peu plus d'un an avec ma famille, mon chat. Donc j'ai 2 enfants en bas âge, 1 an et 5 ans. Et on se balade, on n'a pas vraiment d'itinéraire. En fait, là, on est en Suède, mais on remonte vers le Cap Nord parce que c'est l'été et qu'on n'a pas envie d'avoir trop chaud. Mais ensuite, on bouge en fonction de là où on a envie d'aller. Et voilà, on pourra en parler un peu de mon quotidien en tant que digital nomade, comme on dit. Bah écoute, ouais, c'est clairement l'objet du podcast aujourd'hui. Il y a 2 trucs qui m'intéressent beaucoup sur ton expérience à toi, Augustin. La première, c'est que donc tu vis comme digital nomade. C'est un mode de vie qui, je pense, intéresse beaucoup d'auditeurs du podcast. Savoir comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on part en digital nomade, comment est-ce qu'on fait au quotidien, comment est-ce que toi t'arrives à t'organiser pour travailler dans un camping-car, en plus avec ta femme et tes enfants et ton chat. C'est hyper intéressant de savoir vraiment comment toi tu t'organises au quotidien. Tout ça, et puis il y a aussi ton expérience chez Plateforme SH qui est très intéressante. Plateforme SH, c'est une des boîtes leaders, on va dire, du télétravail, en tout cas en France. Il y a vous cochez plein de cases, vous êtes plus de 300, vous êtes distribué sur tous les continents et dans plein de pays différents, donc multiculturel, vous travaillez beaucoup en asynchrone, et vous grossissez encore, parce que vous venez de lever des fonds, donc il y a plein de choses hyper intéressantes sur Plateforme SH, pardon. Donc vraiment, on va parler de ça aujourd'hui. Je vous rappelle, pour ceux qui écoutent le podcast, que si vous voulez soutenir Génération Remote, j'ai choisi de le faire via des NFT. Je ne vais pas mettre de pub sur ce podcast parce que ça me correspond pas du tout. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter votre carte de membre, qui est une carte NFT sur generationremote.uncut.fm. Et comme ça, vous rejoignez la communauté et on discute entre nous des futurs invités, des futurs sujets, des questions à poser et tout ça. Vous pouvez y aller sur generationremote.uncut.fm. Mais revenons à toi, Augustin. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le déclencheur de ton expérience digital nomade ? Est-ce que, par exemple, ça a été le Covid qui a fait que tu as voulu changer de vie ? Alors, on peut penser que c'est le Covid, pas vraiment. On a eu notre fille qui est née en 2020 et ma femme est passée en congé parental, pardon. Donc après son congé maternité, elle a décidé de se mettre en congé parental et se concentrer vraiment sur l'éducation, prendre du temps pour elle, etc. un petit peu. Et on s'est dit, moi j'ai l'opportunité de travailler. J'ai toujours été en remote, donc en distribué avec Plateforme SH. Plateforme SH, c'est une boîte qui est totalement distribuée. On est tous à 100% des 330 personnes qui travaillent avec nous est en télétravail, bosse de chez lui, d'un coworking space, de où il veut. Et donc, de par cette particularité, on s'est dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience et partir à l'aventure un petit peu. Et plutôt que de prendre un Airbnb et de bouger un peu, avec un enfant en bas âge, un enfant de 5 ans, un chat, trimballer les affaires constamment, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on va prendre un camping-car, on va tout mettre dedans. On rend notre appartement à Paris et puis on bouge, on verra bien. Donc à la base, j'en avais parlé à Frédéric Play, donc qui est notre CEO, que je salue d'ailleurs. On lui avait dit j'aimerais partir pendant 6 mois. Qu'est-ce que t'en penses, etc. Et il dit sur le coup, je sais pas trop. Je pense qu'il a dû trouver que c'était une bonne idée. On est plusieurs déjà dans la boîte à vivre un peu de cette façon-là. Et donc on partait sur 6 mois et puis 6 mois se sont passés, c'est passé très vite. Et on a décidé de prolonger
de 6 mois encore. Donc là, les 6 mois viennent de se terminer également et on décide de prolonger à nouveau. Donc ça va faire plus d'1 an et aujourd'hui, on n'a pas de date de retour clairement. Et le camping-car, oui, ça s'est imposé rapidement parce que c'est vraiment un moyen flexible de pouvoir bouger sans avoir à déménager constamment. Et puis on trouve des camping-cars qui sont pas très chers de seconde main. Ça a un peu augmenté là récemment, mais on trouve encore des camping-cars qui sont adaptés. Donc on a vendu notre voiture, on a rendu notre appartement et puis on est parti. Ça s'est fait assez vite. On a déscolarisé notre aîné qui a 5 ans, qui était en maternelle. Donc on l'a instruction en famille et voilà, on est parti assez vite. Sur 1 mois, on avait acheté le camping-car, puis on est parti et on regrette vraiment pas, quoi. Ça a été une expérience super sympa. Je comprends tout à fait cette histoire de garder. En fait, tu gardes ta maison, quoi. Tu mets ta maison sur des roues et tu pars. Et du coup, c'est vachement plus pratique que de sauter de Airbnb en Airbnb, clairement. Exactement. Quand t'es avec une famille avec 2 enfants, un camping-car c'est quand même tout petit. Est-ce que t'arrives toi et donc toi tu bosses. Comment est-ce que tu fais pour cloisonner? On dit souvent, tu sais, sur ce podcast en remote que il faut essayer de cloisonner son aire de travail avec sa vie de famille et du coup il y a beaucoup de gens qui ont des bureaux dédiés, tout ça, pour essayer de cloisonner. Toi, dans un camping-car qui fait je sais pas quelques mètres carrés, comment est-ce que tu fais pour cloisonner ton espace de travail de ton espace de où est-ce que tu mets la limite et comment est-ce que tu arrives à avoir du calme, enfin toi des questions vraiment pratico-pratiques du camping-car, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je me rappelle Cyril, il se mettait devant dans sa cabine de pilotage, puis il fermait les rideaux pour avoir un peu un semblant d'isolation. Ouais. Moi, clairement, enfin, avec un casque anti-bruit et un bon setup de bureau, et puis, je veux dire, moi j'ai un clavier, une souris avec un espèce de siège un peu ergonomique, et puis un porteur d'ordinateur. C'est largement suffisant. Je me mets soit dehors, soit à l'intérieur. Et les enfants sont 100% du temps dehors. En fait, dans la camping-car, on vit pas dans le camping-car. Enfin, on est dans le camping-car pour dormir. Et c'est à peu près tout. Et moi, pour travailler, donc quand je suis dans le camping-car, je suis en général tout seul. D'accord. Donc non, on arrive à s'isoler. Enfin, même chez soi, il y a des gens. Enfin, nous, on n'avait pas un grand appartement. On était à Paris. J'avais pas une pièce dédiée pour travailler. C'était plus ou moins le salon. On arrive à travailler. Puis les enfants doivent aussi comprendre. Il faut leur expliquer que quand on est avec le casque et l'ordinateur, c'est qu'on doit pas être dérangé parce que on travaille. Et mon entreprise, quand je suis en call et qu'il y a du bruit, bah ils comprennent. Et puis voilà, tout le monde essaie d'être flexible et de faire au mieux pour que ça se passe bien. Et il y a des mais clairement non, je vois pas. Il y a pas énormément de problèmes. On arrive à être focus, on arrive à travailler, on arrive à faire ses heures. On n'en a pas encore parlé, mais moi, on a une vraie routine où du lundi au vendredi, on est sur un camping. Donc le camping-car est posé et ne roule pas entre lundi et vendredi. Et on est branché à l'électricité. J'ai un gros routeur avec une clé, une carte SIM 4 et 5G. Donc j'ai un bon débit internet. Et puis les enfants, il y a une routine qui est très claire. En fait, ils savent que du lundi au vendredi, on va pas voyager, on va pas visiter. Ça va être, ils vont aller se balader à la plage, en forêt. Ils vont faire des aires de jeu, des trucs comme ça. Ils vont jouer autour. Et par contre, le week-end, on bombarde et on visite plein de choses. Mais ça aide aussi pour moi à avoir un cadre où je sais que je me lève à peu près à la même heure. Je sais que je travaille le matin, je travaille l'après-midi. J'essaie de travailler un tout petit peu le soir s'il y a des choses à faire avec les US. Et puis point barre, quoi. Mais ça se fait bien. On arrive à trouver notre routine. Chacun trouve son rythme. D'accord. En fait, même en étant digital nomade, tu t'es recalé sur des horaires de bureau presque classiques, quoi. Du lundi au vendredi, tu dois faire 8h 17h à peu près où tu bosses, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, on fait un peu plus tard depuis l'Europe parce que chez Plateforme, on a un peu l'habitude. On travaille beaucoup avec les US et l'Amérique du Sud, le Canada, donc on travaille de l'Europe. On va travailler un petit peu plus tard, donc c'est plus du 10h, 18, 19h. Plutôt que 8h le matin, et les US par contre vont commencer plus tôt, donc on a plus de temps ensemble. Mais je pense que c'est quand on est soit télétravail, soit digital nomade, c'est extrêmement important d'avoir une routine claire, déjà pour les gens avec qui on va travailler, qui sachent quand est-ce qu'on est disponible ou pas. Et puis pour soi-même, en fait, c'est vachement rassurant, c'est vachement
plus simple de savoir qu'entre telle heure et telle heure on va travailler, et c'est pas juste si je trouve un endroit où je pourrais me poser, je vais travailler 2 heures et puis demain ça sera différent. Je pense que pour moi c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'ai toujours été en télétravail, donc j'ai toujours fonctionné comme ça, mais je pense que c'est important d'avoir cette routine qui est claire. C'est plus clair pour les enfants, c'est plus clair pour mon épouse, c'est plus clair pour moi, donc c'est mieux d'avoir une routine qui est très claire. Ouais, je pense aussi. C'est hyper important, même pour toi en fait, pour éviter de complètement faire un burn-out au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. En fait, si tu t'arrêtes jamais de bosser, il y a un moment où tu te crames bêtement quoi. Ok, donc tu nous disais que tu étais posé dans un camping du lundi au vendredi et puis tu bougeais le week-end, et aussi que tes enfants étaient toujours dehors. Donc j'imagine que tu choisis ton itinéraire en fonction du soleil. Peut-être tu remontes un peu dans le nord quand c'est l'été et que tu redescends dans le sud l'hiver, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. L'été dernier, l'hiver dernier, enfin cet hiver, on est parti, on a fait le sud de l'Europe, donc Portugal, Espagne, Sardaigne, l'Italie, tout ça. Et puis là, on remonte vers le Cap Nord, donc ça va être les pays scandinaves sur les quatre prochains mois. Et puis refaire le sud. On n'a pas fait la Grèce, les Balkans, potentiellement le Maroc pour l'hiver prochain. Puis ensuite, on verra bien. Le problème, le camping-car impose une certaine proximité sur les déplacements qu'on fait. On peut pas facilement partir sur le continent américain, sur l'Australie, etc. Avec son propre camping-car. Ouais. Donc nous, c'est une contrainte qui nous pose absolument pas de problème, parce que l'objectif c'est pas de faire un tour du monde. L'objectif c'est de passer du temps en famille. L'objectif c'est de voir les enfants s'épanouir aussi dehors, d'apprendre à s'occuper eux-mêmes, de découvrir des choses qu'on voit pas forcément quand on est en ville à Paris, et ça, passer du temps ensemble, vivre quelque chose d'un peu différent. Tu découvres d'autres cultures, les enfants ils jouent avec des enfants qui parlent d'autres langues et tout ça, c'est hyper enrichissant quoi. Exactement. Ça c'est un point qui est assez intéressant. On nous demande souvent, oui, mais vos enfants, est-ce que socialement c'est pas un peu compliqué, ils ont pas de copains, etc. Effectivement, ils ont pas leurs copains réguliers qu'ils ont à l'école tous les jours, mais ça leur apprend d'autres skills, si on peut dire, dans le sens où ils vont voir des enfants régulièrement sur les aires de jeu ou sur la plage ou dans les campings, et c'est des enfants qui vont voir sur une semaine max en général, et donc ils l'ont vite compris, et maintenant notre aîné là qui a 5 ans, il voit des nouveaux enfants, il va aller très rapidement vers eux, il va pas perdre de temps pour se faire des amis, et au bout de ça prend une demi-heure, et au bout d'une heure il a des copains pour la semaine quoi, dans des langues différentes, donc ils vont se démerder dans chacun leur langue, et mais voilà, il perd pas de temps, et puis il vit des expériences qui sont assez fortes sur des durées plus courtes, et puis voilà, donc j'ai pas l'impression qu'il devienne asocial, et puis nous aussi également, parce que en vrai on a rencontré énormément de gens qu'on voyait pas forcément. Le fait de bouger, déjà des plateformeurs, des gens de plateforme qui habitent à droite à gauche, on en rencontre régulièrement. On était en Espagne, au Portugal, en Italie, à chaque fois on a rencontré, j'ai pu faire des workshops, des mini summits ou des soirées avec des gens de plateforme que je rencontrais pour la première fois. Mais même des amis à nous qui habitent un peu à droite à gauche, on prend le temps de passer une semaine dans leur jardin, ou une semaine garée à côté dans leur ville, et voir les gens vraiment sur un contexte qui est différent que tous nos amis qui habitent loin, on arrive à les voir, ou même des membres de la famille, passer vraiment du temps avec eux sur des contextes qui sont différents, des vacances où on est tous ensemble par exemple, où c'est beaucoup plus court et intense. Là on arrive vraiment à passer des bons moments. On en parlait de ça avec Laïla dans le dernier podcast. En fait, elle disait que elle partait au Maroc voir sa famille, et que quand elle bossait classique dans un bureau, elle devait prendre des congés pour y aller. Du coup, elle y allait peu en général. Et puis quand elle y allait, c'était un peu la touriste, quoi. Et maintenant qu'elle est en remote, en fait, elle vit là-bas. Elle y va peut-être un mois sur une durée plus longue. Elle vit la vraie vie en fait, parce qu'elle bosse du lundi au vendredi comme tout le monde et tout ça. Et ça permet de renforcer les liens avec la famille, les amis et tout ça. Et c'est un vrai truc avec le remote en fait. Quand tu peux bosser de n'importe où, et qu'en plus t'es mobile et que ta famille est mobile, bah en fait tu peux aller vivre la vie un peu partout, et aller voir des potes qui sont loin, aller voir d'autres gens que tu connais pas et tout ça.
c'est hyper intéressant et c'est un truc qu'on a un petit peu tendance à occulter, dont on parle pas beaucoup. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est un vrai point parce que en général, sur les membres, je parle sur les membres de la famille par exemple qu'on voit à Noël par exemple, qui sont qu'on voit sur une courte période ou les périodes de fête. Il y a des grands repas organisés, tout est un peu mis en exergue, etc. Alors que quand on est plus simplement avec les gens et qu'on passe des périodes plus longues qui sont moins surfaites, etc. On peut passer des vrais moments intenses et qui sont vachement appréciables. Du coup, tu nous expliquais un petit peu comment est-ce que tu bossais dans ton camping-car. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les trucs hyper pratiques, quel matos tu utilises, quels sont par exemple le top 5 de tes outils dont tu as vraiment besoin au quotidien pour bosser? Est-ce que finalement c'est la même chose que si tu étais dans un bureau à Paris? Ouais, alors, j'ai gardé mon ordi portable. À mon bureau à Paris, j'avais un standing desk, donc un bureau qui monte et qui descend où on peut être assis et debout. J'avais une chaise vraiment adaptée. J'avais une souris ergonomique qui prend beaucoup de place. Ouais. J'avais un écran 4K, une grande dalle. Tout ça, on n'a pas dans le camping-car. Clairement, c'est à oublier. Après, il y a des choses qui sont pratiques. Un support pour l'ordinateur pour pouvoir monter l'ordinateur à la bonne hauteur des yeux, par exemple, et pas se fatiguer le cou. Pour moi, c'est primordial. Bosser avec l'ordi sur les genoux pendant plusieurs heures, tout le monde l'a déjà fait. On a vite mal au dos, c'est pas agréable, c'est pas recommandé. Il faut faire vachement attention à ça. Un petit support qui monte et qui descend, tout simple, qui se règle et qui se range. Ça, pour moi, c'est primordial. Le fait d'avoir un vrai clavier dédié qu'on peut décaler en fonction de son envie, une vraie souris dédiée, etc. C'est vachement important. Idéalement en Bluetooth pour pas avoir des câbles partout. Pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses de plus. Il y a Cyril qui mentionnait qu'il avait acheté une imprimante. Et ça m'avait j'avais été choqué parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut signer. Enfin, nous, on est parti depuis plus d'un an. J'ai tout signé en numérique. Quand même, maintenant, on peut éditer, on peut mettre une signature sur un document. Il y a la grande majorité des choses qui se font en numérique. On n'a plus d'adresse de toute façon en France. Enfin, on redirige. On a mis notre adresse chez mes parents. Ils reçoivent parfois les trucs, mais on n'a rien eu à signer en physique depuis plus d'un an. Et de l'administratif, tout le monde en a, quoi. Donc non, on n'a pas d'imprimante, ça c'est sûr. Et puis j'ai pas d'écran séparé non plus. Je ne balade pas avec un deuxième écran. Même si maintenant ils font des écrans qui sont super portables et super simples. Un écran 15 ou 16 ou 17 pouces, c'est largement suffisant pour travailler, quoi. Donc non, faut être léger, quoi. Faut être léger, ouais. Ouais, Leïla disait que elle bossait, elle pour le coup pas en camping-car, mais beaucoup en coworking, pardon. Et elle utilisait un petit écran USB, tu sais, un petit écran portable qui se branche sur ton USB qui te permet d'avoir vraiment deux écrans sans avoir à emmener ton PC, enfin ton écran sous le bras dans le carton et tout ça, quoi. Ok, donc en fait t'es en mode vraiment minimaliste, quoi. T'as un écran, un support, ton laptop, et puis voilà, quoi. Clavier souris et puis c'est. Ok. Et un routeur, et un gros routeur 4G qui est valable dans toute l'Europe, en fait, c'est ça? Ouais, 4 et 5G. Ok. Et ça c'est ce qui est exceptionnel avec le fait de voyager en Europe, c'est que la data, le roaming, on a des forfaits qui sont même 5G maintenant, on a des forfaits qui sont tous les pays, au moins tous les pays où nous on va. On se pose pas la question de changer de carte SIM à chaque fois qu'on arrive dans un lieu nouveau, et puis on peut racheter de la data directement depuis l'app. Donc si vraiment on est bloqué et qu'on a besoin de plus de data, on en rachète, et c'est pas très cher. On n'est pas comme aux US avec des prix hallucinants. Enfin, non, on a de la chance à ce niveau-là, quoi. Et ta connexion a l'air meilleure que la mienne, parce que je vois le pourcentage d'upload et c'est ce que toi je t'es en 4G et moi je suis en filaire et ma connexion est pourrie. Mais moi je suis en Martinique, donc on est assez loin d'avoir la fibre. Tu nous parlais des rituels que tu avais mis en place. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta semaine type et peut-être aussi la semaine type en étant platformer, s'il y a des choses qui ont été mises en place pour la boîte qui est du coup 100% remote avec plus de 300 personnes. Donc voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu tes rituels? Ouais, pour
pour la boîte en elle-même, on a vu que depuis le premier jour on a été distribué, on n'a pas eu cette problématique qu'ont de nombreuses boîtes qui ont dû depuis le Covid par exemple à imposer le télétravail à tous leurs employés et à devoir découvrir ce que c'était, ce que ça nécessitait, etc. Nous, ces problématiques, on les a eues depuis le premier jour et on les a résolues le premier jour parce qu'il fallait, on n'avait pas d'autre solution. Donc tout se fait en asynchrone par défaut. Ça, c'est vachement important en fait, le fait de pas nécessiter un call avec toute la boîte à chaque fois qu'on doit prendre une décision, à chaque fois qu'on doit communiquer quelque chose. Enfin, ça c'est déjà important, l'asynchrone. C'est pas assez. Pour moi, c'est vraiment la clé. Pour réussir une transition vers tout distribué, c'est que tout le monde soit conscient que l'asynchrone doit être le défaut et que quand vraiment il y a besoin, on passe en synchrone et là on s'arrange pour que tout le monde puisse être disponible. Enfin, il y a de plus en plus de boîtes qui communiquent là-dessus. À chaque fois qu'il y a un call, on se demande. Enfin, les calls coûtent cher par défaut. Si on prend le temps le temps passé pour tout le monde dans un call. Qui passe pas à autre chose, les interruptions, tout ça, ça coûte très cher. Donc toujours se poser la question de faire en asynchrone. Donc nous on a cette particularité où on fait vraiment attention à ça. Ça c'est vraiment hyper intéressant parce que pour en avoir beaucoup parlé sur ce podcast, j'ai fait quasiment 25 épisodes. Il y a vraiment très très peu de boîtes qui sont en asynchrone. Les gens sont en remote. Souvent ils sont en remote, mais ils sont sur la même time zone parce que justement tu vois, quand tu commences à avoir 2-3 heures de décalage, c'est compliqué. Et en fait, vraiment, la capacité d'être asynchrone par défaut, c'est quelque chose que je pense assez peu de boîtes ont, en fait. Est-ce que tu disais que du coup, pas de call, ou on évite de faire des calls, on essaie d'être autonome, en fait. Comment est-ce que ça s'organise sur ton quotidien, ça? C'est-à-dire, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tout passe par écrit, par exemple? Parce que vous faites beaucoup de documentation. Comment est-ce que tu arrives à gérer l'asynchrone? L'asynchrone, déjà, ça nécessite déjà de changer de mindset et de savoir communiquer. C'est facile d'écrire sur Slack, mais par contre, pour faire passer une idée ou poser une question ou passer un message, il y a plein de moyens de le faire. Et il y a des moyens qui sont efficaces et d'autres moins efficaces. Typiquement, il y a pas mal de docs là-dessus, mais tout ce qui est low context communication, c'est-à-dire à chaque fois qu'on communique sur Slack et qu'il y a une audience de plus d'une personne, on doit donner le contexte, on doit faire l'hypothèse que la personne ou les personnes qui vont nous lire ne connaissent pas ou ne savent pas de quoi on parle ou ne sont pas au courant du sujet. Donc il vaut mieux donner plus d'informations sur ce qu'on est en train d'essayer de faire quand on pose une question plutôt que pas le faire. Donc toute cette partie-là, c'est extrêmement important. Et puis on a, enfin après. C'est pas tout, on a des calls et on fait même plus que ça, on s'assure que les équipes qui vont travailler ensemble, notamment les équipes engineering, product, opérationnelles, sont dans la même time zone. Pas pour avoir des calls ensemble, mais juste pour pouvoir prendre des décisions et être efficace sur cette time zone là. Donc moi, mon équipe, une grande partie de l'équipe produit est majoritairement US et Europe. Sur les time zones US et Europe, on essaye de pas avoir US, Europe, Australie ou APAC. On essaie de pas avoir les trois time zones sur une même équipe. Les équipes marketing, on a marketing APAC, marketing Europe, marketing pareil pour les sales. Tous les départements sont vraiment organisés par time zone pour rendre tout plus simple. Mais c'est pas pour avoir des calls plus facilement, c'est vraiment pour pouvoir communiquer sur Slack et avoir un processus de décision qui est plus rapide plutôt que de devoir attendre à chaque fois une journée. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'on a un call, on se pose la question, est-ce que ce call est nécessaire? Est-ce qu'on le met en récurrent? Si on le met en récurrent, quels sont les impacts? Et puis on se repose la question à chaque fois, est-ce qu'on le garde en récurrent ce call-là ou pas, quoi? Est-ce qu'il a encore besoin d'être là toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Ok. Et tu parles des calls à plus d'une personne? C'est-à-dire que par exemple, un truc qui est aussi revenu plusieurs fois sur ce podcast, c'est la notion d'aide, en fait. Parce que si t'es vraiment en asynchrone et que les calls sont, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais défavorisés ou mal vus, c'est un peu péjoratif, mais je trouve pas le mot juste. Est-ce que t'arrives quand même à aller chercher le cerveau de quelqu'un en disant tiens, en fait, je suis désolé, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider? J'en ai pour. Enfin, tu vois, est-ce que tu peux m'aider à débloquer un truc?
Est-ce que c'est quelque chose qui est favorisé, qui est, tu vois, mal vu, ou comment est-ce que vous gérez les trucs? C'est une bonne question. Quand je parle de call, c'est vraiment des calls avec une audience de plus de 2 personnes. C'est un call où ça nécessite de devoir interrompre plusieurs personnes. Les one-on-one, tout ce qu'on appelle les one-on-one ou les pseudo-interruptions, en disant tiens, j'ai besoin de ton aide, quand est-ce que tu serais dispo, est-ce que tu pourrais potentiellement être dispo dans la journée pour qu'on puisse en discuter. Ça, au contraire, il faut le faire. Et ça, ça, moi j'en ai constamment, mais c'est pas un call où on sait que toutes les semaines à 17h j'aurai ce truc-là. C'est plus là j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai besoin d'un feedback rapide. J'ai besoin de lui montrer quelque chose pour qu'il me donne une réponse sur un design. Ça sera plus rapide si on le fait en direct. Ça, au contraire, D'accord. C'est favorisé, quoi. C'est même nécessaire parce que sinon, on se retrouve à être constamment sans voir les gens, sans interaction, etc. Donc tout ce qui est one-on-one, tout ce qui est informel, les calls informels qui sont beaucoup plus en mode social, coffee break, etc. Ça, il faut en faire et c'est même super important. Ok. Donc, Donc ouais, ça, du coup, pas cher, ça fait partie du travail, ça. D'accord. Ouais, ok. Donc je suis désolé, je t'ai un peu coupé sur la synchrone parce que je pense que c'est intéressant. C'est relativement peu discuté sur ce podcast, mais on parlait des rituels. Du coup, tu parlais des coffee breaks, par exemple. Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu les rituels sur ta semaine, typiquement? Alors moi je suis manager, donc j'ai déjà les one-on-one classiques qui sont soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines en fonction de l'ancienneté, en fonction du besoin de chaque personne. On a des coffee breaks qui sont très informels. D'accord. On a tout ce qui est pair programming ou shadow programming, où un ingénieur va se mettre en pair programming avec quelqu'un d'opération, quelqu'un de produit, etc. On a tous ces petits trucs qui sont informels. On fait vachement attention au onboarding aussi. Quand on est en remote, en total distribué, il faut vraiment s'assurer qu'on va pas passer 6 mois à onboarder quelqu'un et qu'après ils partent au bout de 6 mois. Pour ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'on écoute, qu'on soit réceptif aux signaux tôt. Donc moi dans ma semaine j'ai pas mal de calls ou pas mal de rituels d'onboarding. On a un buddy programme où on perd chaque nouvel employé avec quelqu'un qui est plus senior dans la boîte pour s'assurer qu'il y ait un fit, qu'il puisse poser des questions, qu'il puisse se faire ses marques, etc. Tout ça c'est vachement important. Ça fait partie des rituels qu'on a, mais qui sont clés. Le onboarding dans une boîte distribuée c'est comme l'asynchrone. On passe rapidement dessus parce qu'on se dit, on n'imagine pas forcément l'impact que ça peut avoir, mais passer 6 mois à onboarder un employé pour qu'il parte, y a rien de plus frustrant. C'est intéressant. Tu disais qu'en tant que manager, tu avais un call par semaine avec tes équipes? Avec chaque membre de mon équipe, ouais. C'est vraiment, vous essayez vraiment de garder un contact rapproché. Enfin, t'essayes vraiment de garder un contact rapproché avec chaque membre de ton équipe, même si vous êtes en remote et même distribué. C'est hyper intéressant parce que en général, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est moins fréquent que ça, quoi. Déjà, les managers qui font un one-to-one tous les mois, il doit pas y en avoir beaucoup. Mais toutes les semaines, c'est beaucoup. Ah ouais, non, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et en général, je dirais que c'est même toutes les semaines. Mais c'est pareil, on voit pas les gens, donc il faut garder ce lien. Il faut être réceptif à tous les signaux qui peuvent être envoyés, aux problématiques. Il faut montrer qu'on est disponible et ouvert à résoudre les problèmes. Vaut mieux le faire tôt que tard, en général. C'est comme, on parle aussi de tout ce qui est social interaction. On a beaucoup de platformers dans des villes qui se rencontrent. Ils sont pas forcément dans les mêmes départements, mais ils habitent dans la même ville et ils se rencontrent. On pousse ça. Enfin, on a vraiment un budget pour toutes les interactions sociales hors du travail pour que les gens se rencontrent. Il y a des summits, des workshops qui sont souvent organisés pour qu'on se rencontre. C'est marrant parce que Cyril en parlait un petit peu avec son agence. Et ils avaient pas, à l'époque, en tout cas, ils avaient pas vraiment poussé ça. Ils avaient pas fait leur summit. Nous, dès le début, ça a été un prérequis, c'est que tous les ans, on a le summit annuel avec toute la boîte. On l'a pas fait l'année dernière à cause du Covid, mais tous les ans, on s'assure que tous les employés se rencontrent au moins une fois par an. Et après, au cours de l'année, on a pas mal d'événements, on a pas mal on fait des summits par équipe, et les gens se rencontrent, et ça, on le pousse. Pour nous, c'est aussi clé de pas se retrouver juste isolé. Et on pousse aussi
culturellement, il y a pas mal de gens qui mettent leur caméra pendant les calls. Et ça, pareil, il le faisait pas trop. Enfin, il disait que c'était pas gênant. Moi, je trouve au contraire que ça aide vachement parce qu'il y a pas mal de messages qui passent par la vidéo. Et le fait d'avoir que la voix, on peut rater des trucs. Donc on l'impose pas. Il y a des gens chez plateforme qui veulent pas le mettre et qui le mettent pas. C'est absolument pas imposé. Mais ceux qui le mettent, en tout cas, on apprend plus de choses. Il y a une interaction qui est toujours plus simplifiée quand on voit la personne, même si c'est par écran. Ouais, le point de vue de Cyril, il est, je pense, assez minoritaire. En tout cas, sur l'échantillon du podcast, il est clairement minoritaire. Les gens, ils ont envie de voir à qui ils parlent, en fait. Et puis, il y a peut-être, je sais pas combien, il y a au moins la moitié de la communication qui passe par du non-verbal. Donc moi aussi, je pense que c'est hyper important. Et pour avoir vécu dans une boîte où personne ne mettait la cam, moi, je l'ai relativement mal vécu, quoi. Je trouvais que ton sentiment d'isolement, il est encore plus grand que c'est tout bête en fait, mais j'ai vraiment l'impression que ça a augmenté le sentiment d'isolement quand personne ne met la cam et que c'est juste de la voix au téléphone, quoi. Exactement. Et par contre, à l'inverse, je pense que c'est extrêmement important que ça soit écrit dans le guidebook ou le playbook de la boîte, que c'est pas imposé, ou en tout cas que la politique de caméra ou la politique sur les calls soit écrite noir sur blanc et que ce soit pas imposé de forcer quelqu'un à mettre sa cam. Enfin, ça doit être ouvert à tout le monde. Donc on peut par exemple, nous je crois qu'on a quelque chose pour les calls avec les commerciaux, avec les clients externes ou les partenaires, où la cam doit être ou est fortement recommandée ou quelque chose dans le genre. Mais en tout cas, c'est écrit que pendant les calls en interne, la cam est totalement opt-in. C'est sur la base du volontariat, des gens qui veulent mettre leur caméra mais il faut que ça soit écrit. Ça, comme tout dans des boîtes distribuées, tout doit être écrit. Qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est à éviter sur les cultures, sur les différences entre les gens, sur les interactions, sur la diversité. Quelle est la position de la boîte sur tel ou tel sujet, etc. C'est extrêmement important de communiquer parce que surtout quand on a des différences culturelles. Enfin, là, on le voit avec, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine actuellement. Une boîte doit prendre position pour pas laisser les employés dans le flou, de savoir pour qui ils travaillent, de savoir quelle est la position de la boîte, de savoir quelle position eux-mêmes peuvent employer sur leur profil professionnel sur les réseaux sociaux. Tout doit être écrit. Donc il faut une direction claire. Donc il faut que l'executive committee de la boîte prennent position sur les sujets et disent bah là nous on est positionné comme ça, on va faire des levées de fonds spécifiques pour tel ou tel événement, telle ou telle organisation, etc. C'est vachement important de l'écrire parce que les employés vont pas le deviner eux-mêmes et moins il y a de flou. Ouais. En fait, c'est marrant parce que tu t'es en train d'aborder les deux questions que je voulais te poser ensuite. C'est la première, c'était justement sur un fonctionnement asynchrone. J'imagine que vous faites beaucoup de choses par écrit et que du coup vous avez beaucoup de docs. Moi, je pense beaucoup à GitLab, qui a un playbook sur le remote qui est public et qui est hyper intéressant. Si vous l'avez pas lu, faut vraiment aller lire ça. Vous avez à peu près la même chose chez Plateforme Message, c'est-à-dire que vous avez vraiment la doc avec la culture, les best practices et tout ça. Alors, le nôtre est pas aussi gros que celui de GitLab et il est pas public. Mais on essaie d'être transparent au maximum. Oui, on a un gros playbook sur les process, sur les onboarding, sur l'inclusion, l'inclusion et diversité, sur toutes les politiques de la boîte. Enfin, on a un gros playbook qu'on maintient. Et ça, notre département PeopleOps fait un travail exceptionnel dessus, quoi, pour s'assurer que tout le monde ait accès, que ça soit maintenu, etc. C'est vachement important aussi. Et encore une fois, c'est comme le onboarding. Tout le temps passé là-dessus, on voit pas tout de suite les bénéfices, mais ne pas le faire créera beaucoup de problèmes par la suite. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut investir son temps, quoi. Ouais. Et là, on est un petit peu en dehors du sujet Digital Nomad, mais c'est hyper intéressant. Plateforme Message, c'est vraiment une boîte hyper intéressante. Donc, tu disais que vous aviez 300 personnes à peu près, et distribuées sur tous les continents. Donc, il y a des gens aux US, en Europe, en Australie, il y a des gens en Afrique, en Inde. Comment est-ce que vous arrivez à... Alors, tu disais aussi que c'était siloté un peu, c'est-à-dire que le département par département, vous essayez d'être à peu près sur la même time zone. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer l'onboarding la cohabitation, on va dire, de cultures aussi différentes? Est-ce que du coup vous avez mis en place une culture d'entreprise qui est suffisamment forte pour faire une espèce de terreau commun,
Pareil, c'est des questions qui reviennent souvent sur ce podcast. Il y a beaucoup de gens ici qui ne veulent pas embaucher des gens en dehors de leur time zone parce qu'ils considèrent que ça va être trop compliqué de bosser en asynchrone. Et puis en fait, ils embauchent que des Français ou des Européens parce que culturellement, ça sera plus simple, quoi. C'est des choses qui reviennent souvent. Toi, du coup, quelle est ton expérience avec Plateforme Message sur ce sujet? Ouais, enfin il y a pas de magie. Nous, on embauche des gens que on voit que par caméra. Donc déjà, enfin, faut faire confiance. Il faut avoir un peu le fit. Embaucher un Indien comparé à la personne en Amérique du Sud, comparé à un Américain ou un Européen, il y aura des différences énormes. Comme tu dis, il faut que la culture de la boîte soit très inclusive. Et très large pour s'assurer que tout fonctionne. Il faut que les prises de position soient très claires pour pas laisser de flou et que ça soit laissé à l'interprétation. Okay. Après voilà, le fait d'être distribué, enfin, je sais pas si je vais convaincre si je vais prêcher à des gens qui sont déjà convaincus, mais le fait d'avoir des gens distribués, ça offre une résilience qui est exceptionnelle. Au moment du Covid, le Covid, il est pas arrivé de la même façon partout. Ouais. Il a été très fort en Europe au début, ensuite il est arrivé fortement aux US quand l'Europe commençait à déconfiner déjà, puis après l'Europe a reconfiné, ensuite c'était l'Asie, après il y a eu l'Inde qui a été extrêmement touchée, ouais. L'Amérique du Sud. Nous on a eu des vagues et ça nous a permis, enfin j'ai envie de dire d'être extrêmement résilient. On a réussi à continuer le travail sur d'autres continents. Alors qu'il fallait que, enfin, je veux dire, du jour au lendemain, tous les gens en Europe quasiment se sont retrouvés avec leurs enfants chez eux, à se dire, bah mince, comment on fait quoi ? Il y a plus d'école, il y a plus rien, il faut qu'on. Ça, c'était dur. Quand en Inde, quand il y a eu le truc assez fort en Inde, Delta, on a dit à tous nos collègues en Inde, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prenez-le. Enfin, c'est important. Il y a des conséquences qui sont graves avec un manque de vaccins cruel en Inde. Il fallait aussi communiquer là-dessus. Après, les États-Unis, ils ont eu des soucis les mêmes. Mais ça arrivait par vague, donc ça nous a permis vraiment de lisser et de pas avoir un arrêt total sur plusieurs mois des activités. Ça et puis pareil pour la recherche des talents, donc je réponds pas à la question, je dis juste que c'est important de le faire et on arrive à le faire. De toute façon, j'ai envie de dire quand le fit culturel ne passe pas, ça va se sentir, ça va se voir, et les personnes qui se sentent pas, qui se reconnaissent pas dans la culture de la boîte, que ça soit une culture inclusive, très diverse, les gens vont pas se reconnaître et ils vont pas rester longtemps dans une boîte où ils se reconnaissent pas dans la culture. Ok. Donc t'es en train de me dire que c'est pas forcément plus compliqué et que de toute façon et que ça apporte plein d'avantages quoi. Et que de toute façon que ce soit une boîte franco-française ou une boîte distribuée, en vrai les gens si t'embauches quelqu'un qui va pas avec la boîte, il va partir quoi qu'il arrive quoi. Je pense exactement. Il y avait Olivier Binet, qui est CEO de Finom, qui avait parlé sur ce podcast, qui avait dit un truc assez intéressant, qui disait que quand on bossait entre Français, on avait tendance à assumer que la personne en face comprend et a la même terreau culturel que nous. Alors que quand tu bosses avec un Indien, tu sais tout de suite que c'est pas vrai et du coup tu t'adaptes et tu fais attention à ce que tu dis et puis c'est d'être plus clair. Il disait qu'en fait c'était pas forcément vrai en fait, que tu peux être tous les deux Français mais de classes sociales différentes, avec un background différent. Et que du coup tu mets de l'implicite là où tu devrais pas en mettre et là où t'en mettrais pas avec un Indien par exemple, et que du coup c'est pas forcément plus compliqué de travailler avec quelqu'un d'une culture différente parce que tu fais l'effort d'y aller quoi. J'avais trouvé ça intéressant et assez contre-intuitif. Effectivement, c'est un très bon point. Il y a moins de biais cognitifs quand on est entre Français et qu'on suppose que les gens viennent du même milieu, qu'ils ont les mêmes expériences, etc. On fait moins l'effort effectivement de se mettre, de comprendre, d'avoir plus d'empathie quand la personne vient d'une culture totalement différente. On le voit aussi, enfin on fait pas mal d'embauches actuellement et c'est fascinant de voir un Indien qui nous envoie son CV et qu'on prend en entretien par rapport à un Argentin où la différence culturelle c'est fascinant. Un Argentin, il a tout fait, il a tout vécu, il va nous sauver de la situation dans laquelle on est. Un Indien, au contraire, il va être beaucoup plus humble, beaucoup plus posé en disant, bah moi, je peux apporter ma maigre contribution sur les mêmes profils. C'est juste que la façon dont il se présente, et ça, il faut jongler aussi avec ça. Et on apprend beaucoup de choses. Ah, ça doit être hyper enrichissant de bosser avec des gens de partout. Pour le coup, ça doit être génial. Ouais.
C'est fascinant. Ouais. Et puis pareil pour tout ce qui est diversité, tout ce qui est inclusion, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on met l'accent depuis le début chez Plateforme, sur le fait d'accepter vraiment tout le monde doit se sentir comme à la maison chez Plateforme. Et on a plusieurs employés qui ont changé par exemple de sexe ou qui se sont mis en genre indéfini ou qui ont une vie qui évolue au sein de Plateforme. Et ça on apprend. Pour moi c'était nouveau et c'est des choses qu'on apprend et que quand on est entre dans un milieu qui est beaucoup plus fermé, on n'a pas forcément l'occasion de découvrir de découvrir ces autres communautés, ces modes de vie, etc. et d'apprendre à les connaître et c'est passionnant. Enfin. Ouais, c'est hyper intéressant. Ok, peut-être dernière question ou presque. Pour revenir un peu sur ton mode de vie de digital nomade et même de travailleur remote distribué, est-ce que tu penses que c'est un mode de vie qui est adapté à tout le monde? Est-ce que toi t'as quelque chose de particulier qui fait que tu t'adaptes bien à vivre dans un camping-car clairement ou à bosser comme ça avec des gens de partout? Est-ce qu'il y a des qualités nécessaires à peut-être à acquérir en fait avant de partir? C'est une bonne question. En fait, je pense que j'en avais parlé un petit peu sur un podcast avec Carlos sur Silicon Carnet, où clairement les digital nomades, déjà les personnes qui travaillent en télétravail, c'est plus ou moins, même encore aujourd'hui, même avec la crise du Covid, encore j'ai envie de dire une pseudo élite. Il faut travailler dans le digital, il faut travailler dans le numérique avec un ordinateur pour pouvoir faire son travail de chez soi. Tous les gens qui travaillent dans la grande distribution, qui travaillent, enfin il y a beaucoup de métiers qui peuvent pas se faire quand on doit conduire un bus, un camion, etc. On peut pas le faire donc déjà ça prend une partie de la population et ça en enlève une et donc il faut bien se mettre quand on parle du fait d'être déjà en télétravail, c'est vu comme déjà réservé à une certaine partie de la population. Et ensuite, le fait de pouvoir être digital nomade au sein des gens qui peuvent être en télétravail, c'est encore une minorité parce que ça nécessite que l'employeur accepte qu'on puisse faire du télétravail déjà à temps plein. C'est pas pour tout le monde. Accepte qu'on puisse faire du télétravail à des endroits qui sont pas forcément son domicile. Pour des questions d'assurance parfois, pour des questions de réglementation, il faut que ça soit en France, pour des questions de sécurité, pour des questions bref, il y a plein de choses. Donc avant de se dire peut-être que j'ai envie de devenir digital nomade, il faut en parler à son employeur, il faut voir qu'est-ce qui est possible. On peut être digital nomade déjà juste en allant passer 3 mois dans la maison de ses parents à la campagne par exemple, ou chez un ami, ou prendre un Airbnb avec un ami et travailler là-bas. Il n'y a pas besoin de partir 1 an dans un camping-car. Digital nomade, ça veut juste dire on travaille à un endroit qui est pas forcément son domicile. Ça peut être aussi un première étape, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Déjà parce qu'il faut tous ces prérequis avant de pouvoir le faire. Donc si on a tous les prérequis, c'est un bon. Enfin, il faut se dire est-ce qu'on a envie de passer le cap, et moi je pense qu'il faut passer le cap. Mais je réponds pas exactement à ta question en direct. C'est plus dire que il y a une partie de la population qui pourrait potentiellement devenir digital nomade, ou au moins faire du télétravail à plein temps à des endroits autres que leur domicile. Et c'est à cela que le digital nomadisme s'adresse en fait, plus ou moins. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui bosse peut-être déjà en remote et qui veut partir sur les routes en camping-car avec sa famille? Alors, en camping-car avec sa famille, faut passer le pas. Il faut que, encore une fois, ça demande plein de prérequis parce qu'il faut que les enfants soient pas forcément, partir avec des ados de 15-16 ans, ça va être une autre aventure aussi, que des enfants de 1 an et 5 ans. Ça doit pas être facile. Je suis pas sûr qu'ils aient aussi envie de passer 1 an avec leurs parents dans un camping-car non plus, mais pour ceux qui potentiellement auraient l'opportunité, il faut déjà en parler avec son employeur. Il faut voir s'il y a pas un emploi qui peut être fait. Et tous ceux qui sont en freelance aussi, ils ont beaucoup plus de flexibilité sur où ils peuvent travailler, etc. Donc potentiellement. Et puis après, pour moi, il y a quelque chose dont on parle pas forcément suffisamment, c'est toutes les formations en ligne. Il y a plein de gens qui se disent j'ai envie de me reconcentrer sur autre chose. J'ai envie de faire une formation d'1 an, une formation de 6 mois, qui peut être financée par du CPF, qui peut être financée par de l'épargne, etc. Pourquoi pas faire ces formations? La plupart de ces formations aujourd'hui sont en ligne.
elles sont extrêmement, enfin il y a des vrais diplômes, elles sont valorisantes. Pourquoi pas le faire autre part que chez soi, quoi. Si tant qu'à faire, partir chez des amis, chez ses parents. Enfin moi mes parents ils sont un peu à la mer et tout, c'est sympa. Enfin pourquoi pas passer quelques temps là où on peut, qui est pas dans son domicile. Ça c'est aussi du digital nomadisme. C'est une expérience qui sort de l'ordinaire également et il faut utiliser ces outils qui sont totalement en ligne pour passer le cap un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais. Un des freins souvent, c'est d'avoir aussi, quand on est en couple ou en famille, c'est d'avoir le conjoint qui peut suivre en fait, parce que typiquement moi je peux bosser de n'importe où, mais je peux pas être vraiment digital nomade parce que ma femme, elle, ne peut pas bosser de n'importe où. Donc faut avoir les deux réunis, quoi. C'est assez compliqué à mettre en place. Ça peut être un vrai frein, quoi. Ouais, exactement. Ouais, le nombre de prérequis, il est important. Là, ma femme, elle s'est mise en congé parental. Ça nécessite de pas avoir de revenus pour elle pendant toute cette période. Mais en France, on peut quand même prendre 3 ans et les 2 parents peuvent le prendre le congé parental. Donc, bah, si c'est la femme qui peut être en congé, en télétravail, bah, l'homme peut le faire. L'inverse, enfin, dans un couple, un des deux peut se mettre en congé parental et aider se concentrer plus sur les enfants. Et ça fait des belles périodes. Après, il y a les années de césure aussi pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est plus du digital nomade, c'est plus un voyage. Mais effectivement, ça demande plein de. C'est pour ça que digital nomade, c'est ouvert à des gens qui ont déjà coché toutes les cases des prérequis nécessaires pour pouvoir tenter cette aventure. Avant ça, c'est pas possible Ouais. Malheureusement. Mais c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant de voir des gens et le mouvement digital nomade est vraiment intéressant, quoi. De voir que maintenant, en fait, t'es plus du tout la notion de frontière et la notion même de domicile est de plus en plus floue. Je trouve que c'est assez génial de voir ça, quoi. Ouais, parce que les barrières technologiques, elles sont sautées et un grand nombre de barrières. En tout cas, encore une fois, pour nous qui sommes européens et qui avons la chance de vivre sur un continent qui est ouvert où les frontières sont floues, comme tu dis. Enfin, nous, en camping-car, on traverse, voilà, on va dans la plupart des pays d'Europe sans grande contrainte. C'est pas le cas pour quelqu'un qui vient d'Afrique ou d'Asie ou, enfin, on a cette chance-là que notre passeport, il nous donne accès à beaucoup d'endroits. Faut aussi le voir comme voilà, on est des privilégiés aujourd'hui. Comme un privilège. Ouais. C'est pas la mondialisation, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui encore malheureusement. C'est clair. Bah écoute, Augustin, merci beaucoup pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? J'ai un petit site que je pourrais te poster, c'est gugus.me/travel où je mets la carte de là où on va, mais je suis pas réseaux sociaux en fait. Ma femme maintient un réseau social pour notre chat et il y a le lien il a son Instagram, notre chat avec qui on vit et qui est devenu un chat nomade. Et donc il y a plein de photos de lui dans les champs, dans la montagne, sur la plage ou dans le camping-car tout simplement. Mais non, sinon moi j'ai pas. Et puis après j'ai pas grand chose à apporter au monde ou à apprendre aux gens. Encore une fois, chaque expérience est unique et j'ai pas forcément envie de poster des photos de moi sur la plage ou en train de kiffer la vie constamment. C'est pas ce que je recherche forcément. Donc non, j'ai pas de réseau social, mais ton expérience pro, elle est très intéressante et ça vaut le coup d'être partagée en tout cas. Merci de l'avoir partagé avec nous. Ah, c'est gentil. Bah, merci de me recevoir. C'était un grand plaisir, en tout cas, d'avoir cette discussion avec toi. C'était un plaisir partagé, Augustin. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux. C'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.